Sans transition, après la ligne jaune, Chine, en France, qui débarque et qui crée le scandale en arrivant chez BHV. Hier, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, et Serge Papin, ministre des PME, étaient à Roissy pour une grande opération communication pour déballer les colis Chine et montrer qu'ils ne respectaient pas la réglementation et les normes françaises, européennes, ce qui est vrai. On est entre 2 tiers et 80% des produits qui ne respectent pas les normes. Mais en attendant, on a aussi notre ministre du Commerce extérieur, Nicolas Forissier, qui lui est à Shanghai pour accompagner 120 entreprises françaises présentes à la China International Import Expo, le grand raout international du salon de l'import pour tous nous qui souhaitons aussi vendre là-bas en Chine. Est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène autour de ces questions, Thomas Cabine ? Non, je pense que la schizophrénie, elle n'est pas à ce niveau. Elle est au niveau du fait qu'on soutient la consommation en France de façon quasi continue au niveau des politiques publiques et qu'à un moment, si on veut soutenir la production, notamment, dans l'exemple concret de Schein, c'est plus le secteur textile qui a eu une baisse impressionnante qui a connu une baisse impressionnante depuis 25 ans, presque 50% de la VA, 50% des effectifs qui ont disparu depuis le début dans l'industrie française, depuis le début des années 2000. Dans le textile. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui représente même plus que 2% de la valeur ajoutée du secteur manufacturier. Donc on voit que ça pèse plus grand-chose. Et est-ce que c'est en supprimant ou en suspendant Chine qu'on va la Chine sauver la Chine, c'est un peu l'exemple symbolique comme l'aide médicale d'État ou les ARS, où c'est le symptôme de notre désindustrialisation très importante. Mais après, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu derrière tout ça, c'est pas tellement Chine ou c'est pas tellement le textile, c'est dans quelle mesure on est capable de concurrencer dans des secteurs à haute valeur ajoutée, que ce soit l'automobile, les batteries, la chimie, la pharmacie, la machine-outil, tous ces secteurs qui ont été le cœur de la puissance européenne depuis 50 ans et qui sont aujourd'hui menacés par le rouleau compresseur chinois. De nouveau, il y a toujours ces chiffres que si les Chinois proposent des prix qui sont 30 à 40% plus faibles à qualité égale, comment on peut concurrencer ? Vous avez évoqué tout à l'heure Édouard Philippe, moi je ne vois pas comment on peut faire sans se protéger au niveau européen de cette concurrence chinoise, au moins le temps de monter en gamme et de combler cet écart qu'on a aujourd'hui. Que pense Jean-Marc Vittori de la polémique Chine ? Alors, il y en a plusieurs. Moi, ce qui me frappe dans Chine, c'est qu'ils poussent jusqu'au bout tous les leviers de la compétitivité, quoi qu'il en coûte, ou à n'importe quel prix. Voilà. Donc, production de masse, production extrêmement renouvelée. Il y a 10 ans, on citait Zara en modèle. Ah oui, la fast fashion, c'est pas nouveau, ceci dit. Oui, parce que Zara faisait de la fast fashion. Ils avaient plusieurs collections par an. Ils avaient 5 ou 6 collections par an. C'était quelque chose de révolutionnaire. Chine a inventé la mode quotidienne, pratiquement. Permanente. Quotidienne. Donc, ça veut dire aussi des cycles de production qui sont raccourcis de manière extrême, des produits où la qualité devient quelque chose de tout à fait secondaire, et puis aussi un mode de distribution. Ceux d'entre les auditeurs qui sont en fait des téléspectateurs ou des téléspectatrices voient derrière vous des sacs, 200 000 colis qui arrivent en un jour. Chaque jour. À l'aéroport. Donc on a aussi un phénomène absolument majeur dont on avait parlé au début avec l'essor du commerce sur Internet, etc., mais dont on voit là les effets qui est la désintermédiation. Quand ça passait par un magasin, c'était visible. On voyait à quoi ça ressemblait. Vous aviez des inspecteurs qui passaient, qui pouvaient dire ce truc-là, c'est pas conforme. Moi, j'ai jamais vu dans un magasin une poupée sexuelle, quoi. Et donc là, on a un commerce qui est totalement désintermédié et ça pose un vrai problème pour savoir comment on vérifie la qualité des produits. On va pas ouvrir 200 000 colis par jour à Roissy pour vérifier qu'ils sont conformes en faisant des analyses chimiques. C'est pas possible. Non, mais on peut dire qu'il y a des choses qui sont interdites de vente par Chine sur les réseaux sociaux et sur leur site en France. Et on peut tout à fait avoir, parce que je peux vous dire qu'il y a certains pays dans lesquels ça fonctionne, pour le coup, du pénal, et il faudrait qu'il y ait du pénal. Enfin, si Chine vend des armes qui sont interdites à la distribution
distribution en France. Et si Chine vend des poupées sexuelles à visage d'enfant, excusez-moi, mais pour moi c'est du pénal. Et si pour le coup je vais demander un article de loi supplémentaire, si c'est pas dans le code pénal, il va falloir le mettre. On vient de casser toute la réalité derrière Chine. Chine dérange. Pourquoi Chine dérange? Moi, quand on a ouvert chez Unibail le premier magasin H&M au Forum des Halles, on a eu la même chose. D'accord. Ah oui. Parce que la fast fashion dérange, et puis elle dérange en premier lieu ceux qui sont déjà établis. Quand on a ouvert les premiers Primark, qui est en fait les premières grandes surfaces, qui sont à peu près au même price level, au même niveau de prix que Chine. Le premier Primark dans le truc. Ça a été la même histoire. Donc, en fait, Chine dérange. Et là, ils ont une stratégie physique, enfin retail physique et retail dans le truc, qui en plus est un peu révolutionnaire, parce qu'il y a assez peu de gens qui jouent à la fois sur l'un et l'autre des tableaux. Et c'est probablement l'avenir. L'avenir, c'est l'un et l'autre des tableaux à la fois. Donc Chine, Amazon l'a fait aussi. Hein. Et Amazon le fait aussi. Amazon commence à le faire, et Apple l'a fait, etc. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc ça dérange. Oui, ça dérange. C'est du bas prix. Oui, c'est du bas prix. Oui, c'est du fast fashion. Il y a un enjeu environnemental. Tout ça se mélange, Il y a un sujet environnemental avec le fast fashion, il y a un sujet réglementaire avec le contrôle aux frontières. Il faut qu'on réagisse là-dessus, il faut qu'on l'organise un tout petit peu, mais heureusement qu'il y a de la compétition, heureusement que les positions acquises sont pas acquises définitivement, et donc ça va remuer un peu mes amis de Zara, mes amis d'H&M, etc., qui voient arriver ce nouveau compétiteur sur un segment. Je reviens sur la France et nos industries, etc. La France, elle est dans un tel état qu'aujourd'hui, il faut qu'elle fasse ce que ferait un patron d'entreprise. Un patron d'entreprise, quand l'entreprise est en grande difficulté, le premier truc qu'il fait, il regarde évidemment tous les économies de coûts qu'il faut faire, mais surtout, il regarde quelles sont les business lines qui marchent, quelles sont les lignes de business qui fonctionnent. Les lignes de business qui fonctionnent en France, il y en a deux. Il y a le luxe. Et le low cost. Il y a le luxe parce que nous avons des entrepreneurs de génie qui sont capables de vendre des sacs à main à 20 000 $ à des Chinois. Made in France, les sacs à main. Très haute valeur ajoutée, très faible contenu carbone. Donc en plus, vous savez que le luxe, c'est le décarboné, puisque la question de la pollution de la planète, c'est une pollution de CO2 par PIB. On est bien d'accord là-dessus. Or, il n'y a pas... Au dollar dépensé, le contenu carbone du sac, il est absolument formidable. Donc on a le luxe et on a la défense, l'aéronautique. C'est ça nos deux trucs. J'espère qu'on aura encore demain de l'automobile. Mais il ne faut pas se tromper de priorité. Et le luxe, il faut l'aider. Il faut tout faire pour que Bernard Arnault reste en France. Surtout. Thomas Gabin. Non, je suis d'accord, mais on ne peut pas avoir une base industrielle qui est aussi réduite, même si évidemment l'armement et le luxe, c'est très important. Mais comme vous l'avez dit, le luxe, c'est qu'on arrive à vendre très cher des sacs à main. Donc d'un point de vue technologique, c'est pas la même chose que de faire des Airbus ou faire de l'armement très sophistiqué. Surtout, vous êtes dépendant de... Le DMH vaut 260 milliards. Hein, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pas petit, c'est pas un petit enjeu. Non, mais je suis d'accord. Mais en termes technologiques, c'est quand même pas le même type de... C'est pas un secteur ultra technologique, on va dire. Et d'autre part, il y a les évolutions. Par exemple, en Chine, on voit bien que la Chine développe elle-même un secteur du luxe. Et donc, demain, on ne sait pas ce qui va advenir aussi de la concurrence. Il y a un deuxième point qui me semble important quand on parle de Chine, c'est la question du pouvoir d'achat. Bah oui. Et c'est aussi le reflet, c'est le miroir de la France, Chine. C'est des magasins qui tirent les rideaux parce qu'on a fermé les centres-villes aux voitures. C'est du low cost alors que le pouvoir d'achat a du mal à progresser. Et quand on voit les salaires réels, aujourd'hui les salaires ont rattrapé cette année les niveaux de 2019 en termes réels. Donc on voit bien qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Et on a parlé tout à l'heure du modèle social. En 2024 et 2025, les revenus des actifs ont augmenté 2 fois moins vite que les revenus liés notamment aux retraites. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a un problème de valorisation et de rémunération du travail. Et donc tout ça est lié. Et donc si vous avez des problèmes de revenus, vous allez avoir tendance, évidemment, à privilégier le low cost.